RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Bienvenue Maître Blanchard Mongomba. Merci beaucoup Dan, merci de l'invitation, surtout que ça fait très longtemps, on ne Très s'est longtemps. plus revu et je suis très content de te revoir en très bonne santé, merci. Et mais je précise que je suis chercheur en droit constitutionnel, droit public interne. Je ne suis pas encore expert parce que là il faut avoir défendu sa thèse pour confirmer justement cette qualité. Mais je suis chercheur en droit public interne, c'est-à-dire le droit constitutionnel. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mongomba, chercheur en droit public interne, de droit constitutionnel. Alors, dites-nous, la mission d'information confiée à M. Augustin Kabouya aujourd'hui, quelles sont les tâches qui lui sont effectivement assignées par la Constitution? Une fois de plus, merci beaucoup, cher Dan. Effectivement, comme vous le savez, nous revenons des élections. Oui. Et par rapport aux élections, vous savez que la loi électorale reconnaît aux partis politiques et regroupements politiques le droit d'aligner les candidats. On ne reconnaît pas le droit d'aligner les candidats sur une liste électorale aux coalitions ou aux plateformes politiques. Il n'y a que les partis politiques et les regroupements politiques qui sont reconnus comme étant des entités censées présenter les candidats dans le cadre des partis, dans le cadre électoral. Ce qui fait que si vous prenez les résultats de la CENI tels que ça a été publié, vous constaterez qu'il n'y a eu aucun parti politique qui n'a pu atteindre la majorité absolue des députés devant siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Moins encore les regroupements politiques, parce que la majorité, ici, il faut attendre par majorité la moitié plus 1, c'est-à-dire comme nous avons 500 sièges au niveau de l'Assemblée nationale, censés être occupés par 500 députés, pour estimer qu'un parti politique ou un regroupement a atteint la majorité au niveau du Parlement, ces partis ou ces regroupements doivent avoir obtenu au minimum 251 députés. Or, le cas sous examen montre que après les élections de 2023, il n'y a eu aucun parti politique, moins encore un regroupement qui a atteint ces nombres-là de 251. Et l'article 78 de la Constitution, c'est ça d'ailleurs qui constitue la base de la matière, nous dit en son premier alinéa que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Cet article, cet alinéa poursuit en disant « Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette question telle que nous venons de l'aborder, c'est le deuxième alinéa. Si vous lisez le deuxième alinéa, les constituants disent « Si une telle majorité n'existe pas », c'est-à-dire la majorité parlementaire, 251 députés, si ça n'existe pas, puisque ça n'existe pas par rapport à notre sujet, les cas sous examen, nous utilisons ce deuxième alinéa qui dit « Si une telle majorité de 251 députés n'existe pas, les présidents de la République confient une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. » Donc, les deux termes à retenir ici, c'est la majorité parlementaire et la coalition. Nous venons de démontrer déjà qu'il n'y a aucun parti, moins encore un regroupement qui atteint la majorité parlementaire, c'est-à-dire des 151 députés. Ça n'existe pas. Mais le deuxième alinéa vient répondre à cette équation, puisqu'il n'y a aucun parti, moins encore un regroupement qui atteint la majorité. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, le président de la République confie une mission à une personnalité pour identifier la coalition. C'est quoi la coalition? La coalition, c'est l'ensemble des partis et regroupements qui acceptent de constituer ce qui peut être considéré demain comme la majorité parlementaire. Parce que
Si vous voyez par rapport à la liste que la CENI a publiée, vous remarquerez que, en tout cas, sauf erreur de ma part, il y a l'UDPS qui a 69 députés, suivi des partis AFDC, je crois, MLC et tous les autres partis. Mais tous ces partis peuvent se dire que nous acceptons, après consultation, que nous puissions nous regrouper dans le cadre d'une coalition pour former la majorité parlementaire. C'est-à-dire que toi, tu as 69, moi j'ai 40, l'autre a 50, à 100, 2, 3, 4. Nous nous mettons ensemble dans le cadre d'une coalition et notre coalition va devoir nous donner la majorité des 251 députés, voire plus que 251 députés. Et c'est cette majorité-là qui sera l'outil qui va permettre au chef de l'État d'investir son gouvernement. Parce que la majorité a pour rôle, entre autres, d'investir le gouvernement et de valider son programme. Le programme du quinquennat est adopté au niveau du Parlement. Or, pour que ce programme et le gouvernement soient installés, le programme soit validé, il faut qu'il y ait une majorité qui soit d'accord avec cette composition du gouvernement, mais aussi avec le programme qui sera mis en exécution pendant le quinquennat. Donc, c'est ça justement la mission de l'informateur qui est en tout cas répertoriée ou qui est repris dans le deuxième alinéa. Donc l'informateur, lui, son rôle ou sa mission, c'est de consulter toutes les forces politiques au niveau de l'Assemblée. Tous ceux qui ont été, en tout cas, élus, tous ceux qui ont un nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale seront invités par l'informateur de manière à répondre à la question oui ou non si ils acceptent de se mettre ensemble dans le cadre d'une coalition en vue de dégager une majorité parlementaire qui va permettre au chef de l'État d'investir, de faire investir le gouvernement, mais également de faire adopter le programme du gouvernement qui sera présenté. Donc voilà plus ou moins la compréhension que nous pouvons justement donner à la mission qu'a messieurs Augustin Kabouya aujourd'hui, secrétaire général de l'IDPS, de pouvoir consulter toutes les forces politiques, surtout ceux qui ont au minimum un député au niveau de l'Assemblée nationale, pour voir si ensemble ils peuvent constituer une majorité au niveau du Parlement. Alors, Maître Blanchard Mongomba, j'aimerais que vous puissiez donner le contenu de ces concepts-ci qui semblent un peu synonymes. Il y a le concept de coalition, regroupement politique, plateforme politique. À ce niveau-là, quelles sont les démarcations qui peuvent se distinguer entre les trois concepts? Donc, vous aviez parlé des coalitions. Regroupement politique. Regroupement. Et puis plateforme politique. Plateforme politique. Oui. Voilà. La coalition politique, parce que, je l'ai dit, après les élections, nous avions constaté qu'il n'y a eu aucun parti politique qui a atteint la majorité en lui seul. Mais maintenant, la loi électorale, au-delà des partis politiques qui sont des entités juridiques reconnues au niveau du ministère de l'Intérieur, la loi électorale a reconnu le droit aux différents partis politiques de se mettre ensemble dans le cadre d'un regroupement, parce qu'il y a aussi le regroupement qu'il faut expliquer, pour leur permettre de gagner les sièges. Surtout aujourd'hui, avec le concept de seuil électoral qui est arrivé, généralement, nous avons des partis politiques qui sont constitués juste pour exister dans tel ou tel autre coin, mais lorsqu'ils se mettent ensemble, ils peuvent se dire, ben voilà, puisque Dan a un parti politique qui est mieux implanté dans le Congo central, tel autre a un parti politique qui est mieux implanté dans la province orientale, Équateur et autres, nous nous mettons ensemble pour former ce que la loi électorale appelle regroupement politique. Et le regroupement politique n'a pas une personnalité juridique. Le regroupement politique est constitué pour le besoin de la cause. Donc, après les élections, en principe, les regroupements peuvent ne plus exister. Mais où est la différence, Maître Blanchard? Quand coalition n'a pas de regroupement, n'a pas de personnalité juridique, et regroupement non plus n'a pas de personnalité juridique. Maintenant, la coalition, c'est un grand ensemble qui peut regrouper
et mettre ensemble les regroupements politiques, les partis politiques, les personnalités indépendantes ou les députés indépendants pour former cet ensemble, ces grands ensembles qui a un objectif bien précis. Par exemple, en ce qui concerne la majorité parlementaire, les gens peuvent se dire que, ben voilà, moi je suis Nouvel Élan, je n'ai que 3 députés, tel autre a 60 députés, tel regroupement a autant de députés, nous nous mettons ensemble dans le cadre d'une coalition. Et la coalition là, c'est par rapport à un objectif. Et l'objectif, comme je l'ai dit, ça peut être par exemple que nous puissions constituer une majorité parlementaire pour nous permettre d'accomplir une telle vision ou de faciliter à ce que nous puissions avoir un gouvernement qui va devoir conduire les choses pendant le quinquennat. C'est ça un peu ce que nous pouvons comprendre dans la coalition, c'est-à-dire c'est un grand ensemble qui met en commun les idées de ceux qui se retrouvent dans le cadre d'un regroupement, ceux qui peuvent se retrouver dans le cadre d'un parti politique, les personnalités et même de députés indépendants. Ça, c'est une coalition. Est-ce que cette coalition peut se constater sans avoir nommé un informateur? Au regard de l'article 78 de la Constitution, la coalition ne peut pas s'est constaté sans qu'il y ait nomination d'un informateur. Parce que, je l'ai bien dit ici, l'article 78 en son 2e alinéa précise que lorsque la coalition, on parle de la coalition que lorsqu'il n'y a pas une majorité constituée dans le cadre d'un parti ou d'un regroupement. Si un regroupement politique n'atteint pas en lui seul une majorité parlementaire, si un parti politique en lui seul n'atteint pas la majorité parlementaire, en ce moment-là, l'alinéa 2 de l'article 78 dit que le président de la République nomme une personnalité en vue d'identifier une coalition. Donc, il doit identifier la coalition, c'est-à-dire identifier l'IDPS qui accepte de se mettre ensemble avec AFDC, avec MLC, avec UNC par exemple, et ensemble, le grand ensemble là, il forme ce que la Constitution ou les constituants appellent coalition en vue de mettre en place une majorité parlementaire, laquelle majorité va devoir donner l'instrument de gestion, l'instrument de gouvernance à la République ou au président, de manière à matérialiser sa vision pour laquelle il a été voté, élu pendant la période de campagne électorale. Est-ce que vous comprenez ces juristes qui pensent que la nomination d'un informateur, c'est une perte de temps? Non, mais perte de temps par rapport à quoi? Parce que aujourd'hui, au moment où nous parlons avec vous, tous nous savons qu'il n'y a pas eu, comme je le dis, un parti qui a eu 251 députés. Il n'y a pas eu un regroupement politique qui a obtenu 251 députés. Mais puisque cette hypothèse-là reprise à l'alinéa 1er de l'article 78 de la Constitution n'est pas constaté, nous devons aller au 2e alinéa. Les constituants étaient très vigilants et très intelligents en élaborant cette disposition. Parce qu'ils savaient que la République démocratique du Congo est un État continent. Nous avons 2 345 000 km². Nous avons plus de 100 millions de Congolais, 26 provinces. Il est très difficile d'avoir un seul parti politique qui puisse avoir la majorité absolue en lui seul. Vous voyez? Ce qui fait que l'alinéa 2 a été prévu pour justement pallier à cette évidence, à cette difficulté. Donc, si nous n'avons aucun parti politique qui atteint seul la majorité, nous devons nommer un informateur pour qu'il aille consulter les uns et les autres de manière à mettre en place une coalition. Et c'est ce qu'on appelle l'identification d'une coalition. Il identifie que tel et tel, s'ils se mettent ensemble, ils acceptent de se mettre ensemble, ils peuvent constituer une coalition, laquelle coalition va devoir donner au niveau de l'Assemblée nationale ce qu'on appelle majorité parlementaire en vue d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, accompagner le chef de l'État dans la mise en place d'un ou d'une équipe gouvernementale qui va devoir conduire les choses pendant le quinquennat. Maître Blanchard Mungumba, et si cette coalition est constatée après les élections, qu'est-ce que fait le chef de l'État? Il nomme un formateur ou il nomme directement le Premier ministre?
Non, mais maintenant, votre question, je vois où vous voulez venir. C'est que il faut faire la différence entre ce que nous pouvons considérer comme coalition électorale, c'est-à-dire avant les élections, le cas de l'union sacrée. Oui, oui. Les partis politiques peuvent se dire, nous nous mettons ensemble, vu les contextes politiques, vu l'immensité de l'étendue où nous devons aller battre campagne, Oui. nous nous mettons ensemble pour soutenir tel candidat. Et ce fut le cas avec l'Union Sacrée. Oui. Ils ont accepté, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bati Lukwebo et tous les autres, ils ont accepté de coaliser, de mettre leurs efforts en commun en vue de soutenir la candidature de M. Antoine Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils étaient allés en coalition pour soutenir sa candidature. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils ont gagné cette élection au niveau de la présidentielle. Et maintenant, puisque les élections ont pris fin, chacun de regroupement ou chacun des partis politiques ayant pris part dans le cadre de la coalition électorale doit maintenant se prononcer parce qu'aucun d'entre eux a obtenu la majorité. Ils doivent maintenant se prononcer dans le cadre d'une nouvelle coalition en vue de gouverner. Est-ce que ça ne tue pas l'union sacrée de la nation? Ben, l'union sacrée de la nation, c'était une union, c'était une coalition électorale. Non. En principe, ça doit être dissoute. Parce que l'objectif, c'était d'aller en campagne, de faire gagner leur candidat. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce qu'il va, en tout cas, être constaté, c'est que après le travail de l'informateur, il va identifier la majorité, Oui. ou il va identifier la coalition. Cette coalition-là va donner une majorité au niveau du Parlement et ils seront obligés, ou il sera obligé, le chef de l'État, de mettre en place une nouvelle coalition. Laquelle coalition va lui permettre d'avoir une majorité au niveau du Parlement et permettre à lui donner, et qui va lui permettre d'avoir un instrument de gouvernance, c'est-à-dire le gouvernement qui va nous conduire pendant le quinquennat, pendant les 5 années à venir. C'est ça la différence entre la coalition électorale et la coalition en vue d'une majorité parlementaire, c'est-à-dire la coalition pour la gouvernance. Ce que vous êtes en train de dire à différents téléspectateurs, c'est que l'union sacrée de la nation n'existe plus. En principe, l'union sacrée ne peut plus exister. Le présidium, ça ne peut plus exister. Permanent. Exact. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez vu par exemple lorsque l'informateur a reçu M. Sama Lukonde, il ne l'a pas reçu comme Premier ministre, il a reçu comme chef d'une coalition momentanée avec un nombre de députés. Lorsqu'il va recevoir Vital Kamerhe, lorsqu'il va recevoir Jean-Pierre Bemba, il va recevoir tous ces mondes-là, il ne les recevra pas comme étant de personnalités de l'union sacrée. Il va les recevoir comme de chefs des entités ayant obtenu un nombre important de députés. Et en le recevant, vous aviez remarqué que parmi eux, il y a ceux, la plupart d'ailleurs sont en train de signer le document, la charte ou le protocole d'accord pour s'engager dans le cadre de cette nouvelle coalition. Et d'ailleurs, si vous aviez bien suivi la communication de l'informateur, monsieur le secrétaire général de l'IDPS, monsieur Augustin Kabouya, vous allez remarquer qu'il a même précisé qu'après les travaux, il va déposer son rapport, mais la finalité, c'est pour créer une grande coalition qui va permettre au chef de l'État d'avoir une majorité au niveau du Parlement, mais également d'avoir un gouvernement qui va nous conduire pendant le quinquennat. Maître Blanchard Mungumba, notre Parlement est bicaméral, le Sénat et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les élections des sénateurs n'ont pas encore eu lieu. Or, on parle d'une coalition majoritaire, coalition du parlementaire, majoritaire. Or, le Parlement a 2 chambres. Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de parler d'une coalition à l'Assemblée nationale, majoritaire à l'Assemblée nationale, que de parler d'une coalition majoritaire? Est-ce que ce n'est pas un écart de langage? Pas du tout. Vous savez, ceux qui siègent au Sénat sont les sénateurs qui sont élus dans le cadre de leur parti, de leur formation politique. Or, puisque les élections au niveau du Sénat n'ont pas encore eu lieu, l'informateur, son travail, c'est de consulter les partis politiques, c'est-à-dire les formations politiques qui ont un nombre important de députés. Lorsqu'ils acceptent
de se mettre dans le cadre de la coalition en vue d'une majorité parlementaire, cette majorité va se constater d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. On verra que les MLC, par exemple, acceptent de faire partie de la coalition, l'UDPS et autres. Et cette même démarche, cette même logique va se répercuter au niveau du Sénat. Parce que c'est le même MLC qui va envoyer aussi ses candidats pour devenir sénateurs. C'est l'UDPS et l'UNC, les mêmes formations politiques qui ont accepté de se constituer en coalition en vue d'une majorité parlementaire. Au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont ces mêmes partis politiques qui vont envoyer leurs candidats pour devenir sénateurs. Ce qui fait que, après cet exercice, nous allons maintenant voir clair que tel groupe font partie de la majorité parlementaire et tel autre groupe font partie de l'opposition ou de la minorité au niveau du Parlement. En conséquence, ils sont considérés comme une opposition. Parce que l'opposition, son rôle, c'est justement d'être l'alternative face à la majorité qui gouverne. Donc, si la majorité est constituée dans le cadre de la coalition, on va constater aussi qu'il y a une minorité qui n'accepte pas de faire partie de la coalition, mais ils sont là pour contester, mais surtout proposer de manière à faire avancer les choses dans le cadre de la gouvernance. Est-ce que la Constitution reconnaît l'opposition parlementaire et extra-parlementaire? D'abord, la Constitution reconnaît l'opposition en République démocratique du Congo. Maintenant, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, ça, c'est plus au niveau de la loi portant statut de l'opposition en République démocratique du Congo. C'est là où nous trouvons cette spécificité, où nous reconnaissons qu'il y a une opposition qui est au sein des institutions, c'est-à-dire une opposition parlementaire. Nous retrouvons les partis comme à l'époque, nous avions l'IDPS et autres. Non, l'IDPS était dans l'extra-parlementaire en 2006, mais nous avions le MLC qui était dans les institutions, qui faisait l'opposition républicaine et tant d'autres. Donc, ici, je peux dire que l'opposition parlementaire est reconnue dans l'arsenal juridique, ou je dirais, par le texte de la République dans notre pays, mais l'opposition extra-parlementaire aussi est reconnue parce qu'il y a des partis. Aujourd'hui, nous pouvons prendre les cas de l'ECD de Martin Fayulu. L'ECD de Martin Fayulu, c'est vrai, était allé aux élections, mais n'avait pas présenté des candidats députés nationaux comme au niveau provincial. Donc, ce qui fait que l'ECD ne pourra pas, techniquement parlant, être représenté dans le cadre institutionnel. Mais on ne peut pas non plus nier son existence comme une opposition extra-parlementaire. Mais les partis qui sont de l'opposition, mais qui sont au niveau du Parlement, nous pouvons citer les partis comme Ensemble, jusque-là, parce que nous attendons encore le travail de l'informateur, les partis comme Nouvel Élan, les partis comme... voilà, il y a plusieurs comme ça qui, jusqu'à ces jours, peuvent être considérés comme les partis faisant partie de l'opposition, mais c'est après le travail de l'informateur que tout sera mis, en tout cas, sur la table pour savoir que tel fait partie dorénavant de la majorité parlementaire et tel autre fait partie de l'opposition ou de la minorité. C'est justement après les travaux délicats que mène Augustin Kabouya, que je salue, parce qu'il faut déjà faire noter que nous avions été reçus par l'informateur et j'ai trouvé un informateur très conscient de sa mission. J'ai vu un Augustin Kabouya qui est très serein par rapport à la mission qui lui avait été, qui lui est confiée par le président de la République, et je crois que il va bien finir ses travaux laborieux pour nous permettre justement d'en savoir un peu plus, c'est-à-dire ceux qui vont se retrouver dans le cadre de la coalition ou ceux qui vont se retrouver dans la majorité parlementaire et ceux qui vont être dans l'opposition de manière à faire avancer les choses. Je veux autour de lui des experts, des techniciens. Je veux par exemple un frère avec qui on a toujours on a milité il y a longtemps, Amissi Makutano, que j'ai apprécié quand même son apport aux côtés d'Augustin Kabouya et tant d'autres jeunes qui sont là. En tout cas, il faut saluer ces travaux qui s'est fait dans le cadre de la République, parce que il faut faire noter, cher Dan, que tout ce que nous pouvons dire ici dans le cadre de la Constitution
il ne suffit pas de les décliner avec de français sophistiqués, avec de discours beaux, je ne sais pas moi comment, mais le plus important, c'est de savoir comment le matérialiser pour permettre justement à notre peuple de tirer les dividendes, de tirer ce qui est important pour sa survie, pour l'avancement de la République. Pour l'avancement de la République, Maître Blanchard Mongomba, est-ce que la Constitution, apparemment, ne fixe pas de façon claire les missions, les tâches que doit faire l'informateur. Or, lui, dans sa communication, il a dit qu'il va faire signer les chartes à tous les chefs des partis, regroupements politiques, tout le monde va signer. Mais non, est-ce que la Constitution elle est incomplète, puisqu'elle ne donne pas explicitement les missions confiées à l'informateur, ou bien, quand il dit c'est que les membres, les signataires doivent faire, est-ce qu'il n'est pas en train de violer la Constitution, puisque la Constitution ne dit pas quelque part que tous les partis qui doivent faire partie de la coalition doivent signer les chartes. Est-ce qu'il n'est pas en train de violer la Constitution? Non, moi je crois que ce qui est important, c'est que la Constitution reconnaît au président de la République l'autorité de nommer une personnalité en vue d'identifier la coalition. Mais maintenant, pour identifier la coalition, comment va-t-il faire? Comment va-t-il procéder? Ça, c'est maintenant la méthodologie du travail. Ça relève de l'informateur parce qu'il a déjà été investi par la nomination, par l'ordonnance qu'il a reconnue, qu'il a nommée. Maintenant, le reste, je crois que c'est la méthodologie du travail. Parce que les gens veulent trop spéculer. Moi, je me dis, si l'informateur demande au parti qui passe répondre à son invitation de signer un acte d'engagement. Je crois que c'est simplement pour lui faciliter aussi lorsqu'il va aller faire son rapport. Il doit dire que j'ai rencontré ACP de Ngobila. Il a accepté de faire partie de la majorité parlementaire. La nouvelle coalition qui va arriver, il y aura la présence de 9 ou 10 députés de l'ACP. La preuve, elle est là, c'est qu'ils ont accepté de faire partie de la coalition. Je crois que ça, ce sont les détails qui ne pouvaient pas relever de la Constitution, mais ce sont les détails qui se règlent au niveau de la pratique. Et c'est ce que fait M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS. Je crois que c'est le côté pratique de la chose. Donc lorsque vous venez, il ne peut pas se limiter à vous dire que vous êtes messieurs Dan, responsable de tel parti, vous acceptez oui ou non de faire partie de la majorité. Vous dites oui et vous sortez. Vous dites non et vous sortez. Non, je crois qu'il y a quand même de questions qui méritent d'être posées. On doit reconnaître que ce n'est pas mentionné dans la Constitution et que l'informateur... Mais la Constitution ne dit pas aussi tout. La Constitution ne peut pas tout régler. La Constitution ne peut pas tout régler parce que si elle règle tout, finalement, ça deviendra trop mécanique. Parce que ce qu'il est en train de faire, maintenant, je crois, je l'ai dit, c'est le côté pratique de la chose. La Constitution s'est limitée à dire que je vous nomme informateur. Maintenant, quelle est la mission de l'informateur? La mission de l'informateur, c'est de s'informer de la volonté de tel ou tel autre parti, si oui ou non il accepte de constituer avec les autres la majorité parlementaire, s'il accepte oui ou non de marcher dans le cadre d'une coalition pour soutenir la vision du chef de l'État. C'est la mission essentielle. Maintenant, comment identifier, comment s'informer, ça, ce n'est plus l'affaire de la Constitution. Ça, c'est une affaire de l'informateur, de préparer son cahier des charges, de préparer les modalités, les manières de les exécuter pour permettre aux uns et aux autres d'être aussi confiants qu'effectivement nous avions été reçus par l'informateur. Nous espérons qu'il va faire parvenir notre volonté d'appartenir dans la coalition ou notre volonté d'appartenir dans la majorité parlementaire, à qui de droit. Mais comment il va le faire savoir si nous signons par exemple un document et ça peut faire foi. Je crois que c'est dans cette optique-là qu'il faut comprendre la démarche de l'informateur. Mais j'insiste pour dire aussi que la Constitution ne pouvait pas tout régler parce que déjà elle ne règle pas tout.
La Constitution a en tout cas ses limites à donner des grandes lignes, de donner des grands principes, et le reste, dans la pratique, c'est ce qui s'est fait compléter par exemple par la loi, par les ordonnances, par les actes réglementaires et tant d'autres. Donc voilà un peu comment il faut comprendre ça. D'accord, Maître Blanchard. Est-ce que le Premier ministre doit nécessairement venir de cette coalition majoritaire, ou il peut venir aussi en dehors? Le chef de l'État peut désigner quelqu'un qui n'est pas du regroupement ou des regroupements qui forment la coalition, ou il doit nécessairement venir de ces regroupements qui forment la coalition? Le principe d'abord, c'est que le Premier ministre doit provenir de la majorité parlementaire, parce que c'est cette majorité qui doit l'investir. C'est cette majorité qui doit voter son programme. C'est cette majorité qui doit se reconnaître en lui, c'est-à-dire que ça, c'est mon fils que j'ai mis au monde. Mais maintenant, puisque cette majorité n'est pas constituée dans le cadre d'un parti ou d'un regroupement, cette majorité sera plutôt le fruit du travail que fait l'informateur aujourd'hui pour mettre en place une coalition. En ces moments-là, partant de ce principe du fait que le principe selon lequel le Premier ministre doit provenir de la majorité parlementaire, le président de la République peut dire, bon, quel est ce parti qui a un nombre important dans le cadre de la coalition par rapport à tous les autres? C'est-à-dire, nous mettons en place une coalition, mais on identifie les partis qui ont plus de députés que tous les autres. On peut dire, bon, nous donnons à ces partis la possibilité de nous donner un candidat Premier ministre. Ce n'est pas un principe que c'est le parti qui a beaucoup, le regroupement qui a beaucoup d'élus qui va donner un Premier ministre dont le chef de l'État choisit au hasard. C'est ça le principe. Le principe, c'est que le Premier ministre doit venir de la majorité. Oui. Le parti qui a la majorité. Si on n'a pas la majorité absolue, le parti, dans le cadre de la coalition, c'est les partis qui ont un nombre élevé par rapport à tous les autres partis. Ça, c'est le principe. Mais maintenant, parce que cette majorité s'identifie au chef de l'État, c'est le chef de l'État lui-même qui a été élu au niveau par suffrage universel direct. Il a été élu par le peuple. Il peut se décider aussi de nommer un formateur du gouvernement qui ne soit pas forcément d'un parti qui a un nombre élevé de députés. Il peut décider. Un formateur ou un Premier ministre directement? C'est-à-dire, le Premier ministre, c'est lui le formateur du gouvernement. Il peut décider de nommer un chef du gouvernement, un Premier ministre qui ne soit pas directement issu d'un parti qui a un nombre élevé de députés. En tout cas, il peut décider ainsi. Ça, maintenant, ça relève de son pouvoir discrétionnaire, ça relève de sa légitimité. Parce que puisqu'il a la légitimité, au-delà de la légitimité qu'ont les députés au niveau de l'Assemblée nationale, il peut se dire, bon, je passe au-delà de cette coalition pour aller trouver un Premier ministre technocrate qui maîtrise les questions de manière à nous aider à atteindre notre objectif. Et il impose, en tout cas, passez-moi les termes, il peut imposer ça à la majorité, à la coalition majoritaire pour voter le programme du gouvernement et investir ces premiers ministres-là et son gouvernement de manière à lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est possible et c'est faisable parce que c'est lui qui a la plus grande légitimité par rapport à tous les autres députés. Donc, le chef de l'État peut passer au-delà de ces principes. Ce n'est pas exclu, ce n'est pas non plus violer la Constitution. Parce que, puisque la Constitution ne lui interdit pas, ça veut dire qu'il peut le faire sans qu'une quelconque loi de la République ne soit énervée. Alors, on est en train d'avancer, d'évoluer. Il y a certaines informations qui font état du partage du ministère suivant le nombre d'élus. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un nombre d'élus pour un ministère? Ça veut dire qu'un parti, par exemple, qui a 20 élus, 2 ministères. 10 élus, un ministère. Ou 5 élus, un ministère. Est-ce que c'est vrai, tout ça? Bon, nous pouvons nous référer aux pratiques passées pour déjà dire que ça existait. En principe,
en fait, la Constitution ne parle pas de cette question. Parce que la Constitution parle du principe de la majorité ou le principe de la coalition, c'est-à-dire vous vous mettez ensemble. Maintenant, cette pratique, c'est par rapport à la gouvernance, c'est par rapport à la réalité des terrains. C'est-à-dire lorsque un parti a un nombre élevé des députés, on estime que c'est ça son poids politique au niveau institutionnel. Par conséquent, nous devons lui donner un peu plus de responsabilités de manière à permettre à ce que les choses aillent mieux pour éviter, par exemple, chaque fois des motions, des interpellations et tant d'autres. C'est bien, mais moi je pense que aujourd'hui, nous devons aller au-delà de cette pratique. Nous devons aller au-delà de cette pratique. Pourquoi? Parce que la République a tant de problèmes, a des sérieux problèmes au niveau de la gouvernance. Nous devons nous battre pour voir comment sortir notre pays, par exemple, de la situation de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Nous devons nous battre pour voir comment améliorer le produit intérieur brut de notre pays, améliorer le budget de notre pays, parce que nous devons faire face au chômage qui ne fait que galoper, augmenter dans notre pays. Le chômage, je parlais de ça, je parlais de l'insécurité aussi. L'insécurité, je citais, plusieurs problèmes, manque de création d'emplois, nous devons créer des industries, nous devons tout faire pour permettre justement à notre pays d'avoir plusieurs unités de production pour essayer de faire vivre notre économie. Mais partant de cette réalité, moi je pense que nous devons comprendre que le chef de l'État peut recourir même à ceux-là qui n'ont pas un nombre important de députés, parce que lui-même d'ailleurs dans son discours, dans sa communication d'investiture, il avait dit, il va s'ouvrir à l'opposition, il va s'ouvrir à la société civile, il va s'ouvrir à tout le monde. Pourquoi pas aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne le domaine de la santé, voir le président de la République nommer Denis Mukwege, par exemple, comme ministre de la Santé. Il ne faut pas forcément demander à Mukwege d'avoir 20 députés, 10 députés pour être ministre. Il ne faut pas chercher à demander à une personnalité. Nouvel Élan, combien d'élus nationaux? Non, mais Nouvel Élan a malheureusement 3 députés au niveau national et 3 députés au niveau provincial. Donc, si on se limitait au nombre d'élus pour un ministère, vous risquez de manquer de ministère en quelque sorte. Moi, c'est ça la réalité, mais je pense que, comme je suis en train de le dire, nous devons aller au-delà de cette réalité. Parce que le pays a besoin de ses dignes fils, le pays a besoin des experts, le pays a besoin de gens capables à booster le décollage de notre pays. Le pays a besoin de gens qui peuvent apporter de l'expertise pour nous permettre justement de faire avancer la République. Si nous voulons nous cramponner, nous voulons nous limiter à ces considérations des nombres de députés et autres, ça risque de constituer un frein inutile parce que vous aviez vu les quinquennats passés. Vous aviez les partis politiques qui avaient des nombres élevés des députés. Ils ont eu, par voie des conséquences, le nombre important de ministères. Mais si vous regardez sur terrain, en réalité, la plupart n'ont rien fait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt voir ces Congolais, ceux qui peuvent apporter un plus, ceux qui ont de l'expertise, ceux qui ont la capacité managériale à faire avancer les choses. Il faut recourir à eux. Ceux qui sont au niveau des institutions, au niveau de l'Assemblée ou au niveau du Sénat, qu'ils restent à ce niveau-là, ils vont aider la République parce que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire, c'est le Parlement qui fait pratiquement tout le contrôle et autres, donc ils peuvent toujours être utiles à la République. Mais là où ça nécessite à ce que nous puissions avoir des experts, des gens bien rodés pour faire avancer les choses, il ne faut pas limiter la volonté ou en tout cas le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État par le simple fait que cette personnalité n'a pas de députés. Par conséquent, il ne peut pas servir la République. Non, ça c'est même violer la Constitution. Parce que la Constitution et les lois, même au niveau international, reconnaissent à chaque citoyen, à chaque individu, le droit de participer à l'action ou à la gouvernance de son État, de son pays. Et moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut limiter justement l'accession
à la chose publique, au fait que vous aviez un nombre important ou non de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, Maître Blanchard Mongomba, le chef de l'État a battu campagne pendant la campagne électorale. Il a été élu sur base de ce programme, de ce projet qu'il a présenté. Mais là, dans ce cadre-là, il aura une coalition qui doit justement piloter ce projet de société, le matérialiser. Comment ça peut se faire? Comment ça va se faire entre la vision présentée par le chef de l'État et le programme qui sera présenté par le nouveau Premier ministre au sein du Parlement? Non, si vous lisez... Est-ce qu'il va demeurer fidèle aux promesses faites par le chef de l'État? Ou il est lié par les promesses faites par le chef de l'État? Ou il peut éventuellement se démarquer? C'est possible. Si vous lisez l'article 91 de la Constitution, je peux, avec votre permission, le lire rapidement. Oui. L'article 91 de la Constitution dit « Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. » Donc, le gouvernement qui est coordonné par le Premier ministre définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et on assume la responsabilité. Ça veut dire, le président de la République est élu sur base d'une vision. Il est élu sur base des promesses données à notre population partant, en tout cas, des acquis de la gouvernance passée. Maintenant, lorsque il va nommer le Premier ministre ne peut pas se permettre de faire des choses telles qu'il entend. Mais il doit travailler. Non, qui définit. Oui, mais la Constitution dit il définit en concertation. Donc, il doit se concerter avec le chef de l'État. Parce que le chef de l'État va lui dire, par exemple, en ce qui concerne la décentralisation, moi, dans ma vision, voilà ce que j'avais dit à la population. Toi, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que j'avais promis à la population, de peur que ça devienne une démagogie et le peuple risque de me sanctionner. Parce qu'en réalité, c'est le chef de l'État qui a la lourde charge de matérialiser ses promesses de campagne. Le Premier ministre n'est pas élu par le peuple. Le Premier ministre est nommé par le président de la République dans le cadre de la majorité parlementaire. Mais si se rend compte que certaines promesses faites par le chef de l'État ne sont pas prioritaires. Voilà pourquoi la Constitution a dit qu'il doit élaborer en concertation avec le président de la République. Il ne peut pas se décider tout seul. Il doit se concerter, dire au président de la République, c'est vrai, président, vous aviez promis, par exemple, je prends un cas, de finir la guerre à 100 jours. Mais je pense que le programme tel que je vu les budgets 2024, tel que j'ai vu les priorités, tel que, je pense que parler des 100 jours, ça serait compliqué. Nous devons plutôt dire ça de telle façon. Vous avez promis, par exemple, de disponibiliser $1 milliard pour l'armée, mais tel que je trouvais la caisse de l'État, le budget voté pour l'exercice 2024, en tout cas, nous ne pouvons pas exécuter ces budgets en ce qui concerne l'armée d'1 milliard pendant la première année. Nous devons l'exécuter peut-être au deuxième ou troisième année. C'est comme ça que le Constitution a parlé des concertations. Ils doivent se concerter, ils doivent se parler, parce qu'en réalité, la mission qu'il exerce, qu'il accomplit, c'est une mission qui lui est dévolue par le chef de l'État. Il est investi par la majorité parlementaire, laquelle majorité dépend en réalité du chef de l'État. Et le chef de l'État, lui, est redevable auprès du peuple. Or, lui, maintenant, comme Premier ministre, c'est vrai, c'est lui qui gère au quotidien, c'est lui qui doit conduire la politique de la nation, mais cette politique-là, c'est sur fond d'une vision qui avait été votée par le peuple selon que le chef de l'État avait fait des promesses. Donc, toi, en tant que Premier ministre, tu ne peux pas t'écarter de la vision du chef de l'État. Tu dois t'accommoder, tu dois tout faire pour que ce que tu peux apporter en termes de technicité cadre, corrobore avec la vision qu'avait présentée le chef de l'État pendant la campagne électorale. Maître Blanchard Mongomba, dernière question. Vous étiez hier dans l'opposition avec M. Martin Fayulu. Vous avez contesté l'élection du président Tshisekedi. En 2023, vous avez félicité même le président Tshisekedi pour dire bravo, vous avez gagné la présidentielle haut la main. Doit-on considérer que Nouvel Élan
pour cette nouvelle législature, Nouvel Élan est un parti politique qui s'inscrit désormais, qui s'aligne derrière Félix Tshisekedi. Merci beaucoup Dan de la question. Je crois que Nouvel Élan reste républicain. Le Nouvel Élan reste un parti républicain et partant, nous ne voyons pas en tout cas d'inconvénient à reconnaître là où nous voyons les mérites et dénoncer là où nous sentons qu'il y a un ça ne va pas. Nous allons continuer dans la même lancée. Je crois que les années passées, nous étions toujours dans la même démarche, dans la même logique, parce que lorsque en 2018, nous disions que il fallait faire de la résistance, c'est parce que nous estimions à l'époque que le président Félix Tshisekedi, pour nous, n'avait pas gagné les élections, et c'était légitime, parce que nous avions de preuves que nous brandissions, que nous présentions pour montrer que pour nous, ce n'était pas lui les gagnants. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence. Mais maintenant, nous arrivons en 2023, nous allons aux élections. Non seulement nous-mêmes, mais les observateurs internationaux, les observateurs nationaux, tout le monde a constaté que il y a un candidat qui était en avance par rapport à tous les autres candidats. Comment voulez-vous que nous puissions dire le contraire de cette réalité qui était constatée par tout le monde? C'est ça justement la réalité que les gens ne veulent pas reconnaître. Lorsque Adolphe Muzito félicite la proclamation ou l'élection de Félix Tshisekedi, ce n'était pas par lui-même, c'était après le travail abattu par nos témoins à nous d'abord, parce que nous avons un parti politique qui est mieux implanté sur toute l'étendue de la République. Nos témoins nous ont fait les rapports pour nous dire que, voilà, dans les 26 provinces, c'est vrai, il y a eu des irrégularités que nous pouvons reconnaître de la part de la CENI, tout ça, mais ça fait partie du processus qui devrait être toujours corrigé, parce que la marche de la République, c'est toujours essai-erreur. Chaque fois, il faut voir là où ça n'a pas marché, comment combler les vides, comment le corriger rapidement pour faire avancer la République. Mais en ce qui concerne les candidats présidents de la République, on a eu les rapports qu'il a été voté massivement partout. Votre rapport Nouvel Élan? Déjà le rapport du Nouvel Élan de nos témoins. Lorsque la SENCO et l'ECC font leur rapport, ils disent la même chose. C'est vrai, il y a eu d'irrégularités, c'est vrai, il y a eu des problèmes, mais un candidat s'est démarqué par rapport aux autres candidats au niveau de la présidentielle. Ça, c'est la SENCO et l'ECC. Lorsque nous suivons les observateurs au niveau international, Centre Carter et tous les autres, tous ces mondes-là, ils ont pratiquement dit la même chose. Les observateurs au niveau régional, au niveau national, ils ont dit la même chose. Comment nous, Nouvel Élan, on pouvait se tromper pour aller dire le contraire de ce que tout le monde a vu à l'œil nu. Et si les gens veulent douter, vous savez que nous-mêmes, hier, comme radicaux, nous avions failli à notre mission parce que nous n'avions pas travaillé dans le sens de compliquer la tâche au candidat Félix Antoine Tshisekedi, ce qui a fait qu'il a eu un champ libre. Il a eu un champ libre et les peuples l'ont accompagné parce que il y a un élément que les gens avaient minimisé, les gens avaient négligé, c'était la communication de messieurs, en tout cas la communication sur la congolité. Et cette communication a eu son impact par rapport à ces élections. Donc, vous sentez, lorsque les gens partaient voter, les gens votaient le candidat des étrangers, et plutôt les candidats congolais contre le candidat des étrangers. Et c'est ces discours-là qui a mobilisé plus les Congolais autour de la candidature de messieurs Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. Ça, c'est un fait que nous ne pouvons pas ignorer. Donc, nous, si les gens pensent que le faire, c'est pécher contre notre conscience, libre à eux, mais nous pensons que nous restons républicains et en tant que républicains, nous devons reconnaître là où il y a de mérite, nous devons reconnaître là où c'est noir, nous disons que c'est noir, là où c'est blanc, nous devons savoir dire aussi que c'est blanc. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mungumba. On a peut-être permettez-moi juste d'en finir, hein, excusez-moi, finir complètement. Le nom d'Adolphe Muzito est en train de circuler aussi dans les salons, différents salons, on entend parler comme futur Premier ministre. Est-ce que vous l'avez aussi entendu? Bon, c'est vrai, nous entendons tout, les gens disent ce qu'ils veulent, mais le plus important, c'est que Adolphe Muzito... il peut être Premier ministre. Ben, je ne trouve pas d'inconvénient. Pourquoi pas? Parce qu'il a toutes les qualités, il a un passé, il a une expérience, il a un bilan qui est élogié jusque-là. Il n'y a aucun Premier ministre qui a pu faire ce qu'Adolphe Muzito a fait depuis que la République démocratique du Congo est Congo. Donc si... Mais mieux que ça, moi.
Mieux que Sama. Parce que les chiffres en disent plus. Je peux, c'est vrai, on n'a plus de temps, mais moi je pouvais vous montrer les chiffres. Là où Adolphe Muzito, par exemple, a quadruplé les budgets, aujourd'hui nous voyons que Sama, avec son gouvernement, ils ont doublé les budgets, ce qui est une bonne chose. Ils ont trouvé un budget de plus ou moins 4 milliards, ils ont amené à 9 milliards, plus ou moins 10 milliards de dollars. C'est très bien. Mais Adolphe Muzito avait quadruplé. Là où il avait trouvé 800 millions, il a amené à 3 milliards 600 millions de dollars. Donc, il faut dire que Adolphe Muzito, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personnalité. Et en tant que grande personnalité, si les charges de la République font à ce que ce soit lui qui soit désigné, par exemple, par le chef de l'État, qui est le chef de l'État, jette son dévolu en lui, nous ne trouvons aucun inconvénient parce que le plus important, c'est d'apporter son expertise pour faire avancer la République, pour faire avancer les choses. Le plus important, c'est... La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.